Bonsoir mesdames et messieurs, nous allons commencer cette dernière session, je crois, du jeudi de l'environnement de la saison. Nous reprendrons en septembre, en octobre. Et pour terminer, je m'appelle donc William Dab, je suis un des organisateurs de ces jeudis de l'environnement. Pour ce mois de juin, j'ai eu la lourde tâche de préparer la dernière conférence. J'ai choisi un sujet sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, qui concerne cette molécule pesticide qui porte un nom très estimé sur lequel on peut faire des blagues de vie, on s'en abstiendra. Et je m'occupe par ailleurs dans cette maison de la chaire d'hygiène et de sécurité, c'est-à-dire des enseignements de sécurité sanitaire. Nous commençons tout juste. Donc soyez les bienvenus dans cet amphithéâtre Fabien Grégoire, il veille sur nous. Là, il est dans la loge qu'occupait l'impératrice Eugénie. L'histoire du CNAM dit qu'elle assistait aux grandes leçons du CNAM. Mais ce soir, elle nous a dit qu'elle était revenue. Enfin, que ceux qui ont déjà entendu raconter ce truc idiot. Cette pollution par un pesticide dans les Antilles françaises pose un problème particulier parce que nous avons une population durablement exposée à un produit phytosanitaire dont la toxicité est avérée. Et quand je dis durablement, ça se compte en siècles. En grande partie, la situation est inédite de ce point de vue-là. Il y a, un petit peu comme à Tchernobyl ou à Fukushima, une situation à gérer qui va être celle d'une exposition dont, en l'état actuel des sciences et des technologies disponibles, on ne va pas pouvoir se débarrasser par les outils de dépollution dont nous disposons. Cette situation est le résultat d'un échec. Et l'objectif principal de cette conférence est de mettre à plat ce que j'ai appris en m'intéressant à ce dossier, d'abord comme conseiller du directeur général de la santé, puis comme directeur général de la santé, puis président du conseil scientifique qui a été chargé de donner un avis sur les procédures de veille sanitaire qui étaient justifiées dans cette situation. Et enfin, nous regarderons, mais ce sera, j'ai gardé ça surtout pour la discussion, ce que sont les enjeux actuels et quels sont les problèmes que nous rencontrons pour que tous les acteurs concernés restent mobilisés sur un temps qui est inhabituellement long. Je traiterai cette situation en pensant que, vu les méthodes d'industrialisation, de commercialisation qui se développent aujourd'hui, il n'est pas impossible que ce type de situation dans laquelle des populations sont exposées au-delà des valeurs recommandées, pendant une durée inhabituellement longue, c'est une situation qui pourrait ne pas être exceptionnelle. Et ça vaut le coup de réfléchir à ce qu'il faut préparer comme stratégie d'intervention quand on est confronté à ce genre de problème. Alors, je vous dis tout de suite que vous pouvez manger les bananes. Que les producteurs de bananes ne séquestrent pas, les bananes ne sont pas polluées. Ce qui est pollué, c'est les sols
lequel poussent les bananiers. Et comme il y a de moins en moins de bananes, parce qu'il y a une forte concurrence africaine, on a utilisé ces sols notamment pour faire pousser des légumes racines qui sont un élément important de l'alimentation des populations antillaises, et ce sont ces légumes racines qui posent et qui exposent les populations. La banane est un facteur économique important aux Antilles françaises, avec une ségrégation sociale forte entre ceux qui travaillent dans les bananeraies et ceux à qui appartiennent ces plantations. C'est 42% de la production agricole de la Martinique, 27% en Guadeloupe, 15% de la population active dans les deux îles sont impliqués dans l'économie de la banane. Donc on a affaire à quelque chose qui localement est très important. Il y a un parasite qui s'appelle le charançon, qui est redoutable et qui pousse notamment en période humide et notamment après les périodes de cyclone. Et le chlordécone était remarquablement efficace contre ce charançon. Le problème est qu'il n'avait pas que cette seule toxicité. L'estimation la plus précise est qu'on a utilisé sur les surfaces, les sols des deux îles, 180 tonnes de ce produit. Je me suis appuyé sur les travaux d'un sociologue, Pierre-Benoît Joly, qui, dans un rapport publiquement accessible, a reconstitué les étapes de l'historique, de la gestion de cette molécule. Cette molécule, vous voyez son nom, je ne me hasarderai pas à le prononcer, disons que c'est un pesticide organochloré. Il a été commercialisé en 1958 aux États-Unis sous une forme commerciale qui s'appelle le Kepone, concentré à 5%, et à l'époque, mais voilà, c'était les connaissances de l'époque, on a dit que c'était un insecticide sûr. En 1969, la commission de toxicité française, qui dépend du ministère de l'Agriculture, sur la base des informations disponibles à l'époque, juge que ce produit a un profil toxique qui fait que son bénéfice-risque n'est pas favorable. Cette commission, qui a un rôle consultatif, recommande de ne pas mettre ce produit sur le marché. En 1972, le principal pesticide jusqu'alors utilisé contre le charançon, qui s'appelle l'hexachlorocyclohexane, devient inefficace. Le charançon est résistant. C'est alors que le Kepone est introduit, un petit peu dans une situation d'urgence. Et il est introduit comme le ministère de l'Agriculture avait clairement ça en tête à l'époque, avec un avis défavorable de la commission qui conseille le ministre. Il est introduit provisoirement pour un an. Le principal problème que pose en termes de gestion ce produit, c'est que cette autorisation provisoire, le provisoire, c'est comme oublié. Et Pierre-Benoît Joly a regardé ce sujet et les archives du ministère de l'Agriculture ne permettent pas de comprendre pourquoi un produit provisoirement autorisé est resté aussi longtemps sur le marché sans que l'autorisation soit explicitement renouvelée comme elle aurait dû l'être. En 1975 survient un très important accident industriel dans l'usine qui fabrique le Kepone à Hopewell, aux États-Unis,
Cet accident industriel, qui est une explosion, induit une dispersion du chlordécone dans l'environnement et une très forte contamination des travailleurs. Ceci donnera lieu à de très nombreuses études épidémiologiques chez les travailleurs de l'Hopewell qui montrera sans aucun doute la très forte toxicité neurologique des expositions à forte dose de ce produit. Tant et si bien qu'en 1977, retenez bien cette date, en 1977, le produit est interdit aux États-Unis. En 1978, il y a un rapport français qui soulève le point qui est celui qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir qu'il y a un potentiel de bioaccumulation et de non-épuration de ce produit dans les sols qui est inhabituel. Et ceci s'explique, sans rentrer dans les détails chimiques, par le nombre d'atomes de chlore qui donne à cette molécule, grosse molécule, un poids moléculaire élevé et une grande stabilité chimique. En 1979, le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé classe sur l'échelle de cancérogénicité le chlordécone comme cancérigène possible chez l'homme, ce qui, dans les procédures du CIRC, veut dire que la cancérogénicité est démontrée chez l'animal, mais pas chez l'homme. En 1981, une nouvelle autorisation est délivrée par le ministère de l'Agriculture à un autre produit qui s'appelle le Curlone, qui contient également du chlordécone, et cette autorisation est accordée parce qu'il y a eu 2 cyclones dévastateurs qui ont considérablement fragilisé l'écologie locale. On ne retrouve aucune décision jusqu'en 1989 où la commission de toxicité, qui dépend toujours du ministère de l'Agriculture, recommande à nouveau l'interdiction sur le marché, recommande l'interdiction du produit. Il y a une décision administrative de retrait sur le marché en 1990. Rappelez-vous que les Américains étaient en 1977. Mais en 1992, pour des raisons non retraçables aujourd'hui, une nouvelle dérogation d'1 an est accordée. Ce n'est qu'en 1993 que l'usage du chlordécone, ou en tout cas des produits contenant du chlordécone, sera définitivement arrêté, soit 16 ans après les Américains. Comme d'habitude, un petit peu comme on l'a fait en matière d'amiante, on pense que quand on a interdit quelque chose, on a réglé le problème. Ben, pas du tout. Le problème est qu'on a 180 tonnes de produits qui sont dans les sols. Et j'entends parler personnellement de ce dossier pour la première fois en 1999, en arrivant à la DGS, quand l'ingénieur sanitaire Éric Godard vient me voir pour me dire les craintes qu'il a que les ressources en eau puissent être contaminées par le chlordécone. On en parle au directeur de l'école de l'époque et il reçoit l'instruction de mener et les budgets lui permettant de mener une campagne de mesurage et de recherche du chlordécone dans les réseaux d'eau. Et c'est comme ça qu'en 2000, on découvre que certains captages de basse terre en Guadeloupe sont contaminés et que d'ailleurs, il va falloir les fermer. La ministre est mise au courant, demande un rapport de l'IGAS qui est reçu en 2001 et en 2002, grâce au travail d'Éric Godard localement, on commence à avoir une meilleure vision
de la situation et on sait qu'on a une pollution massive des eaux, des sols et des légumes racines. Et tout ceci se passe dans la plus grande indifférence, en l'absence de tout mécanisme interministériel et avec les services locaux du ministère de la Santé qui sont à peu près les seuls à porter le dossier dans un scepticisme général ambiant. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on ne parlera de ce dossier en métropole pour la première fois qu'en 2002. Et pourquoi on en parle? Parce que il y a une saisine de patates douces venant de Guadeloupe à Dunkerque qui sont contaminées. Alors évidemment, si on se met à contaminer la métropole, ça c'est une autre affaire. Pardon, ça vient de Martinique et non pas de Guadeloupe. Voilà l'article de Libération qui est daté du 12 octobre 2002 et qui est la première manifestation, traduction médiatique de cette pollution lente qui se développe depuis 20 ans. 1,5 tonne de patates douces accommodées au chlordécone, un insecticide ultra toxique, strictement interdit en France depuis 90, en fait 93, comme on l'a vu. Voilà ce qu'ont découvert les limiers de la DGCCRF sur le port de Dunkerque, dans les flancs du cargo Douce France, alpagués par les services de Bercy sur information. Ça veut dire sur dénonciation. De qui, pourquoi, on ne sait pas, mais c'est souvent comme ça. Voilà, il nous dit que tous ces légumes qui devaient aller à Rungis vont dans un incinérateur. Article dans les journaux, donc en ballon. On se réveille. Et pourquoi on se réveille? Parce que, évidemment, que ceux qui regardent le dossier se rendent compte que sur le plan de la gestion publique du dossier, la situation n'est pas très satisfaisante et qu'elle rappelle des choses désagréables, de retard pris à reconnaître la toxicité, de produits qui restent autorisés, mais avec une solidité administrative et juridique fragile. Bref, un retard à l'action. Il va y avoir commission d'enquête au Parlement, les agences de sécurité sanitaire qui existent à l'époque vont être saisies, les inspections vont être mobilisées et des plaintes en justice vont être déposées. Elles sont encore instruites à ma connaissance. Mais il ne va pas y avoir véritablement à ce moment-là un processus rationnel d'intervention partant d'une évaluation des risques, mobilisant l'ensemble des services qui doivent être mobilisés et qui concernent principalement la santé, l'environnement, l'agriculture et la répression des fraudes et la protection du consommateur et la santé au travail, parce que évidemment là-dedans, ce que tout le monde va oublier jusqu'à ce que le conseil scientifique que je présidais s'y intéresse, c'est qu'il y avait des travailleurs dans cette bananeraie et quand on s'est fait expliquer les modalités de travail, le chlordécone était mis sur les pieds des bananiers et enfoncé dans la terre pieds nus, sans aucune protection d'aucune sorte. Mais personne ne pensera que parmi les plus exposés, et par voie cutanée, il pouvait y avoir les travailleurs des bananes. Aucune procédure de débat sur quelles actions faut-il mettre en place, quels sont les problèmes et les enjeux posés, ne sera organisée. Un premier plan
est mis en place avec relativement peu de moyens, pas mal d'ambition, et on voit à ce premier plan, qui est la conséquence de l'article de Libération, quand même d'apprendre beaucoup de choses. Un plan systématique d'échantillonnage des sols, des eaux, des aliments va être lancé. Des analyses bibliographiques sur la toxicité du produit vont être lancées. On va se poser la question des doses journalières acceptables pour ce produit. On va se poser la question du transfert de ce polluant entre les différents compartiments de l'environnement. Des études épidémiologiques vont être lancées, notamment en Guadeloupe. Sur les sols, le BRGM, la DIREN de l'époque, la DAF, la Chambre d'agriculture, une association scientifique vont être mobilisées. Sur le transfert des sols, le CIDRA, l'INRA et la DAF vont être mobilisés. Pour les eaux, c'est la DSDS, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque en métropole la DAS, qui s'appelle la DSDS Guadeloupe et Martinique, la DIRN et le BRGM. Il va y avoir également des études sur les sols menées notamment par le CEMAGREF et pour les sédiments marins par l'IFREMER. Donc c'est quand même une mobilisation assez générale qui produit les premières cartes qui permettent de préciser les zones polluées, qui sont les plus en rouge sur cette carte, et qui permet une première cartographie des risques. On a la même chose pour la Martinique. Et on retrouve, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec ces îles, on retrouve évidemment la géographie des bananes. Donc à la suite de l'initiative de l'ingénieur Éric Godard, 2 captages sont fermés, 6 autres doivent être équipés de filtres à charbon actif, et la menace sur la réserve d'eau dans cette île se menace. Pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur l'eau? Eh bien, c'est intéressant que vous le sachiez, parce que en matière de santé environnementale, il n'y a qu'un seul domaine sur lequel le ministre de la Santé a un pouvoir réglementaire direct et unique, ce sont les eaux potables d'alimentation. Sur tous les autres sujets, on est sous un régime interministériel qui ne peut donc se mettre en branle que si le dossier remonte au niveau des services du Premier ministre. Donc beaucoup d'efforts vont être faits sur l'épidémiologie et sur l'eau, parce que ce sont les seuls domaines sur lesquels la ministre de la Santé et son directeur général de la Santé peuvent prendre des décisions directement. C'est ainsi que, grâce à l'Institut de veille sanitaire et à son antenne locale qui s'appelle la CIR, la cellule régionale d'épidémiologie, des premières études permettant de quantifier l'exposition des populations, c'est-à-dire de savoir quelle est la quantité de produits ingérés chaque jour par les Antillais, sont produits, et pour ça, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de l'époque, qui s'appelle aujourd'hui l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire, et une équipe très active de l'INSERM, dirigée par Luc Multinier, sera mise à contribution. En ce qui concerne la connaissance des dangers du chlordécone sur la santé, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Institut de veille sanitaire vont produire des notes de synthèse en 2003 et 2004, et grosso modo, et des études sur la fertilité masculine, sur l'imprégnation, sur les cancers,
sur le développement pré- et postnatal et sur le cancer de la prostate, je vais revenir là-dessus, vont être lancés. Donc, après 2002, il y a une accélération du dossier, c'est incontestable. Il y a une rationalisation du dossier, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion d'évaluation des risques sur qu'est-ce qu'on doit rassembler comme connaissance pour pouvoir évaluer un risque et agir préventivement dessus. Mais enfin, il y a relativement peu de moyens qui sont mobilisés. Ça se compte en centaines de milliers d'euros. La question reste surtout portée au plan administratif par les services de la santé, au plan scientifique surtout par les chercheurs de l'INSERM. Disons pour voir que le dossier progresse, mais vraiment lentement. Et il n'y a rien qui est vraiment mis en place en termes de diminution de l'exposition des populations. Crise en 2007. En 2007, un professeur de cancérologie parisien, très connu pour ses prises de position écologistes, très connu pour considérer que les dangers des polluants de l'environnement, notamment sur les cancers, sont massivement sous-estimés, se rend 5 jours sur l'île à la demande d'une association écologique locale. Il remet un rapport en juin 2007, il fait une conférence de presse en septembre 2007 et ce jour-là, il prononce le mot de catastrophe sanitaire. Le chlordécone est une catastrophe sanitaire pour les Antilles françaises. Énorme émoi, et évidemment, le professeur Delpomme dénonce le retard au diagnostic et à l'action, les recherches insuffisantes pour comprendre les signaux sanitaires, le fait que les intérêts économiques ont prédominé sur les intérêts sanitaires. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour susciter beaucoup d'émotions dans la population et entraîner une réaction politique qui ne se fera pas attendre. Bon, voilà le rapport de Dominique Delpomme, qui, je vous le dis franchement, il a été très critiqué, ce rapport. Il est effectivement très critiquable au plan des méthodes, mais moi, mon attitude vis-à-vis de lui a été constante. C'est qu'on lui doit son alerte et celle qui a permis d'avoir enfin les moyens d'agir. Alors, on peut bien dire qu'il a utilisé des arguments qui parfois dépassaient la réalité scientifique, mais enfin, il faut bien dire aussi que la gestion calme du dossier avant qu'il lance cette alerte-là avançait à une lenteur d'escargot. En octobre 2007, pour la première fois, réunion interministérielle chez le Premier ministre, décision de lancer un plan chlordécone, et, ça j'en ai l'expérience, quand la situation va mal, on va demander à la Direction générale de la santé d'être le coordonnateur interministériel du dossier. Ça n'arrive, dans mon expérience, que quand vraiment ça va mal. Genre, Marie Noire de l'Erika, à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'éléments de protection sanitaire qui n'ont pas été mis en œuvre. C'est la Direction générale de la santé qui récupère le fardeau, alors que dans la hiérarchie administrative, le ministère de l'Agriculture est évidemment beaucoup plus puissant. Et on arrive en janvier 2008 avec, excusez du peu, un plan doté de 38 millions d'euros. Et ce n'est pas un effet d'annonce. Cette somme sera effectivement dépensée
Un récent rapport des inspections l'ont authentifié. 40 actions, 36 millions d'euros. Ça, c'est un véritable changement d'échelle, mais vous voyez qu'on est en 2007. Le rapport Belle-Pomme soulève énormément d'émoi. D'abord pour les populations locales, à qui on annonce comme ça de but en blanc qu'elles vivent dans un environnement extrêmement dangereux et que c'est pour elles une catastrophe. Ça, c'est quand même pas rien de se réveiller le matin et d'apprendre ça. Et voilà, comme le dit Libé en novembre 2007, les déclarations avaient suscité un vent de panique, un emballement médiatique, provoqué des déclarations de Michel Barnier, Roselyne Bachelot, à l'époque ministre de l'Environnement, et mardi, auditionné par la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée, confronté aux scientifiques, il a reconnu des inexactitudes. Voilà. Bon, l'inexactitude principale, c'est que, on le sait, et je reviendrai un petit peu là-dessus, que les populations noires et les populations antillaises sont à risque plus élevé de cancer de la prostate. L'épidémiologie l'a bien montré depuis longtemps. Là où Belle-Pomme a été un peu vite, c'est qu'il a fait du chlordécone une cause prédominante de cet excès de cancer de la prostate. Et la suite de l'histoire ne lui donnera pas complètement tort. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il n'avait pas les éléments pour l'affirmer. Au lieu de se concentrer quand même sur la situation sur laquelle il avait mis le doigt, il n'y a qu'à regarder l'actualité récente, sur d'autres sujets. On voit que parfois des arbres peuvent cacher la forêt. On ne parle plus du tout des problèmes, de comment faire pour évaluer les risques, comment faire pour les gérer. On parle de Belle-Pomme. Bon. Il passe un très mauvais moment à l'Assemblée nationale, où on lui souligne que quand même 80% de ce qu'il a écrit dans le rapport était déjà écrit dans des rapports parlementaires. Belle-Pomme reconnaît qu'il y a des imperfections dans son rapport, qu'il n'est resté que quelques jours sur place, qu'on ne lui a pas donné toutes les informations qu'il aurait voulu, qu'il y a des inexactitudes. Et Patrick Ollier, qui était le président de la mission d'information, lui dit « Je vous remercie d'avoir indiqué dans votre rapport que votre rapport comportait des inexactitudes. Je dis à ceux qui l'ont utilisé qu'il faut faire attention avant de le lancer dans les médias. » Certes. Mais enfin, c'est un rapport qui va rapporter plus de 30 millions d'euros à la prévention. Donc moi j'ai du mal à l'imaginer. Au lieu de cette polémique, les questions et les enjeux de l'époque étaient de savoir pourquoi on en était arrivé là, quel était le niveau de risque. Alors si ce n'est pas une catastrophe, est-ce que c'est zéro? Quelles étaient les incertitudes à résoudre? Quelles étaient les actions de prévention à lancer? Et voilà. Peut-être que ce que nous apprenait Belle-Pomme, c'est pourquoi faut-il alerter, alarmer même, pour que le système de décision et la population prennent conscience de ce problème. Bon, ça, c'est pas facile, je laisse ça pour notre discussion. Le plan chlordécone, c'est 40 actions, dont l'action 16 est de créer un comité scientifique international sur le renforcement de la veille sanitaire, et voilà, avec un mandat assez classique d'expertise. Ce comité, on m'a demandé d'en prendre la présidence. Je n'étais plus au ministère de la Santé à l'époque, j'étais revenu à mes chères études au Conservatoire des Arts et Métiers, et puis comme je m'étais quand même intéressé à ce dossier-là quand j'étais au ministère, je me suis dit que c'était, voilà, ça valait le coup
de continuer de travailler là-dessus. Nous avons eu un excellent groupe qui comportait des toxicologues de très haut niveau, des épidémiologistes remarquables, des collègues québécois et un sociologue de l'INRA qui nous a beaucoup appris et avec qui tout ce monde-là a vraiment donné beaucoup, s'est beaucoup dévoué pour essayer d'y voir clair. Essayer d'y voir clair, c'était déjà écrire noir sur blanc les étapes à franchir quand on est face à un dossier de pollution comme celui-là. Ces étapes, nous les avons définies en 8 parties. Faire le point sur les dangers, faire le point sur les niveaux d'exposition, quelle est la quantité de produits reçus par les Antillais tous les jours. Est-ce que ces niveaux d'exposition dépassent ce que l'on appelle une valeur toxicologique de référence, c'est-à-dire une dose qui ne devrait pas être dépassée? Finalement, quel est le niveau des risques encourus? Faut-il mettre en place une surveillance, c'est-à-dire une observation continue de l'état de santé des Antillais? Comment peut-on prévenir, c'est-à-dire diminuer les niveaux d'exposition? Qu'attendent les populations? Quelles sont leurs attentes? Et les professionnels de santé de ces deux îles, quelles sont leurs visions? Et que peut-on faire pour évaluer l'efficacité des actions entreprises? Tout ça est donc du bon sens. Ce qui était moins du bon sens, et ce qui nous a représenté des dizaines d'heures de travail ensemble, c'était de produire un schéma qui n'avait jamais été produit et qui permettait de comprendre comment on va de l'application du chlordécone dans les bananeraies à la santé des enfants, des travailleurs, des personnes dans le voisinage de la population, des personnes de la population générale. On nous a demandé de faire un point sur ce qu'il fallait mettre en place en termes de sécurité sanitaire, et donc il nous fallait savoir où mettre des capteurs d'information. C'est pas parce que des sols sont contaminés, ou l'air est contaminé, ou l'eau est contaminée, que vous allez avoir des gens exposés. Pour que les gens soient exposés, il faut qu'il y ait un contact entre les milieux et les personnes. Comment peut se faire ce contact? Par les légumes, les animaux d'élevage, les poissons et les fruits de mer, la pisciculture et l'eau. Vous voyez que l'eau n'était qu'une petite partie du problème. Donc nous avons avancé là-dessus, notre rapport est accessible, je reviendrai là-dessus, encore aujourd'hui, sur le site de l'Institut des sanitaires. Nous avons fait le point, et ce qui était quand même assez intéressant, c'est que bien qu'on ignore beaucoup de choses, malgré tout, c'était un des pesticides sur lequel on avait le plus de connaissances. Et en particulier, il y avait un élément très important, c'est qu'une valeur toxicologique de référence était disponible, avait fait l'objet d'un travail international, et elle nous semblait raisonnable. Sur les dangers, les grands sujets étaient de double. La cancérogénicité dans le contexte de cancer de la prostate que j'ai souligné tout à l'heure, et également la toxicité neurologique qui avait très bien été décrite chez les travailleurs de haut point. Grâce à un très important travail de l'US Environmental Protection Agency, nous avions, je ne rentre pas dans les détails méthodologiques, une valeur toxicologique de référence. Bon, on aurait pu chipoter un peu, mais on n'a pas voulu créer plus de confusion. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments avait recommandé une dose à ne pas dépasser de 0,5 microgrammes par kilo de poids corporel et par jour. Si vous faites 70 kg, vous multipliez par 70. Quand on regarde bien le tableau de l'USEPA, on aurait pu prendre 0,3. Mais bon, voilà. L'AFSA avait pris position.
Dans notre comité, si on avait eu à reprendre le dossier depuis le début, je pense qu'on aurait recommandé 0,3, mais vous allez voir que le problème n'est pas vraiment là. Le problème n'est pas vraiment là, parce que pour la première fois dans mon expérience, j'avais déjà travaillé sur des problèmes de sol pollué. Pour la première fois dans mon expérience, et même si on prend l'estimation basse, vous avez ici une colonne qui vous donne le pourcentage de la population qui dépasse la valeur toxicologique de référence. Et pour la première fois dans mon expérience, vous voyez qu'il y a une proportion significative, y compris des enfants, ce qui est vraiment très ennuyeux au plan de la santé publique, qui dépasse la valeur toxicologique de référence. Et si on prend l'estimation haute, ce qui n'est pas aberrant dans une optique de précaution, on voit qu'en Martinique, chez les 3 à 5 ans, on peut avoir jusqu'à 20% d'enfants qui dépassent cette valeur toxicologique de référence. Ceci est de façon unanime dans le comité qui s'est occupé de ça, nous a montré que nous faisions face à une situation complètement inédite. Il n'est pas... Par exemple, j'ai travaillé à Gennevilliers, il y avait la plus ancienne usine à gaz d'Europe. Et dans les années 90, la municipalité avait décidé de construire des logements et des équipements sociaux sur ce terrain-là. Évidemment, on ne distillait plus la houille pour fabriquer du gaz. Ces terrains étaient extrêmement pollués. J'ai participé, j'ai même dirigé l'évaluation des risques de ces terrains pollués, et même chez les travailleurs qui étaient affectés à la dépollution des sols de Gennevilliers, jamais nous n'avions vu qu'à cause d'une pollution par les sols, une valeur toxicologique de référence était dépassée. Et ce qui rendait cela possible, c'est évidemment que le problème n'était pas le contact avec le sol, mais le contact avec les aliments et avec l'eau. Par ailleurs, on a regardé le problème un peu plus globalement pour s'apercevoir que, ce tableau que je viens de vous montrer est pour n'importe quel spécialiste de santé publique parfaitement clair. Il va falloir agir. On ne laisse pas une population avec une fraction significative, une proportion significative, y compris d'enfants, dépasser une valeur toxicologique de référence. Pour autant, s'agissait-il d'une catastrophe. On s'est évidemment intéressé aux données générales de santé, par exemple à l'espérance de vie, qui, on le sait, est un peu inférieure dans les deux îles par rapport à ce que l'on connaissait en métropole à cette époque-là, mais pas non plus de façon catastrophique, quoique à 2 ans d'espérance de vie, c'est quand même pas complètement négligeable. En revanche, quand on regarde les causes de décès et les taux de mortalité, on voit qu'en fait, que globalement, la mortalité par cancer dans les deux îles est inférieure, globalement, elle est inférieure à celle que nous connaissons en métropole. Ce qui permet quand même de relativiser les choses, de dire, il est clair que nous avons un problème d'excès de risque qu'il va falloir traiter. Est-ce que pour autant, tous les Antillais sont en train de voir leur santé altérée en raison de cette exposition? Les indicateurs épidémiologiques macroscopiques ne permettent pas de le dire. En revanche, sur les cancers de la prostate, là, oui, par rapport à la métropole, nous avons
des taux de mortalité qui sont de l'ordre de 27 pour 100 000, 28 en Guadeloupe contre 13 en France, c'est-à-dire un taux de mortalité globalement multiplié par 2. Mais ceci existe aussi bien chez les Noirs américains qui, eux, n'ont pas été exposés au chlordécone. Il y a vraisemblablement un facteur, une contribution génétique à cela, mais est-ce que la génétique expliquait tout? C'était l'enjeu de l'étude Caron Constat dont je vais vous parler. Au total, près de 80 000 personnes vivent dans une zone contaminée, c'est-à-dire 20% de la population de l'île. 13 000 personnes ont une exposition qui dépasse la valeur toxicologique. Et donc, notre recommandation était claire, il est justifié d'agir et il va falloir agir sur une très longue période. Comment? Voilà, je vais vous dire rapidement les recommandations que vous avez faites, mais je laisse de côté toutes les recommandations scientifiques, de recherche scientifique à développer. Je me concentre sur ce qu'il faut faire en termes d'action. Bon, déjà, il y avait des trous de connaissances dans le dossier. On a demandé que ce soit complété et c'est en cours. On n'avait rien sur le niveau d'exposition des pêcheurs et rien, je vous ai dit tout à l'heure, sur le niveau d'exposition des travailleurs, qui là, véritablement, est une anomalie choquante dans ce dossier. Sur la santé des enfants, sur les maladies neurologiques et sur certains cancers, notamment du foie, on était encore en déficit de données. Mais pour autant, comme je l'ai dit aussi, on en sait plus sur les niveaux d'exposition au chlordécone et la toxicité du chlordécone que sur bien d'autres produits pesticides. Maintenant, la question qu'on s'est posée, et que je dois dire pas beaucoup de gens, je pense, ont été vraiment posée avant nous, c'est la question de l'efficacité des actions. Là-dessus, l'expérience de notre collègue québécois a été très importante parce qu'ils ont eu à gérer une pollution par le mercure dans le Grand Nord québécois, qui leur avait amené à recommander la diminution de consommation de poissons, puisque le mercure s'accumule en graisse, et en fait, ils avaient induit un changement de comportement, un déplacement des habitudes alimentaires vers des produits plus sucrés, plus salés et plus gras, si bien que le bilan de l'action de prévention était négatif et qu'ils avaient fait plus de mal que de bien. Alors, ils nous ont vraiment alertés, à juste titre, en disant « faites attention ». Parce que si vous jetez l'anathème sur les légumes racines, bon, d'abord, les plus pauvres, c'est ce qu'ils mangent. Quels sont les aliments de substitution qu'ils vont avoir, vu les budgets d'alimentation qu'ils ont, du fast-food? Or, nous avions les données montrant que d'ores et déjà, la prévalence de l'obésité dans les deux îles et la prévalence d'hypertension artérielle est supérieure à celle de la métropole. Et donc ça nous a vraiment incité à proposer une stratégie d'intervention qui soit globale et que ce ne soit pas juste une stratégie centrée sur le chlordécone et qu'on réfléchisse véritablement et qu'on essaie d'anticiper toutes les conséquences possibles des changements de comportement qu'on pourrait recommander à la population. Changement de comportement parce que, écoutez, vous pouvez bien décréter l'interdiction du chlordécone, vous en avez 180 tonnes sur place et vous ne pouvez pas l'enlever. Vous ne pouvez pas enlever les terres. On ne peut pas dépolluer. La solution sera là. Le jour où on pourra casser la molécule et faire qu'elle soit entraînée par les pluies qui sont quand même abondantes et que progressivement elle soit éliminée, on sera soulagé. Actuellement, la demi-vie, donc
Donc le temps qu'il faut pour diminuer par 2 la concentration de chlordécone dans les sols est de 6 siècles. Donc, quand je dis mobiliser une population pendant une durée de temps inhabituellement longue, dans 6 siècles, la concentration de chlordécone dans les sols contaminés aura diminué que par un facteur 2. Bon. Agir sur la qualité des produits, oui, ce serait bien, c'est-à-dire tester les produits, puis retirer ceux qui sont contaminés. En fait, là, le problème qu'on a, c'est que mesurer du chlordécone dans les alimentations, c'est relativement coûteux. Il n'y a pas énormément de laboratoires qui peuvent le faire et ça prend du temps. Donc, si c'est pour apprendre après que les produits sont consommés ou pas de chance, celui-là, il a une teneur élevée de chlordécone, en termes opérationnels, c'est inutile. Donc, il nous reste les comportements. Et comment agir sur les comportements sans entraîner une bascule de mode d'alimentation qui protégera certes du chlordécone, mais qui induira d'autres inconvénients. C'est un raisonnement classique de bénéfice-risque en santé publique. Je dis classique, mais voilà, malheureusement, on n'y pense pas suffisamment. Et ce que nous avons dit, c'est que ce qu'il fallait ici, ce n'était pas annoncer des mesures spectaculaires. Ce qu'il fallait, c'était véritablement penser une stratégie d'intervention qui fonctionne sur le long terme. Pour ça, nous avons demandé et obtenu la première étude sur, finalement, qu'est-ce que la population sait de cette question. Qu'est-ce qu'elle en pense? C'est une étude qui a été faite par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'INPES, en novembre 2008, sur un échantillon de 2000 étudiants. Qu'est-ce qu'on a appris? Voilà, des éléments absolument... On ne peut pas juste penser une stratégie d'intervention sur les seules données épidémiologiques et toxicologiques, même si elles sont indispensables. Par exemple, c'était quand même très important de savoir que la quasi-totalité des Antillais s'approvisionnent en fruits, légumes et légumes racines via un circuit court, c'est-à-dire par des marchés qui ne sont pas nécessairement officiels. Alors vous voyez les problèmes de contrôle de qualité et de traçabilité que ça pose. 8 sur 10 ont entendu parler du problème. En même temps, vous voyez quand même, et pour moi c'est une constante, la plupart du temps, nos concitoyens sont raisonnables, contrairement à ce qu'on entend souvent. Les gens savent que le chlordécone est un problème, mais ils savent qu'ils en ont d'autres plus importants. Ils savent que la dengue, surtout à cette époque, était un vrai problème. Ils savent que les cyclones est un grand problème. Donc les gens ne sont pas uniquement centrés sur le problème du chlordécone. Ils connaissent le problème, mais finalement ils lui donnent une importance qui est relativement raisonnable par rapport à la réalité épidémiologique. Déjà 4 personnes sur 10 affirment avoir changé certaines de leurs habitudes depuis qu'elles ont entendu parler du chlordécone. Ce qui montre que des messages de prévention peuvent avoir une efficacité. La moitié des Antillais, c'est pas mal dans ce contexte, s'estimaient plutôt bien informés de la question. En revanche, 1 sur 4 trouve que l'État n'en a pas fait assez, et 8 sur 10 sont d'avis qu'on leur cache quelque chose, ce qui est une variable de stratégie d'intervention très importante, puisque vous savez que là, vous allez intervenir dans un contexte dans lequel la population est fondamentalement défiante vis-à-vis de l'action publique. Quand vous avez cette information-là, c'est toute la stratégie d'intervention qui doit être repensée. Et malheureusement, comme je vais vous le raconter maintenant, nous avons échoué. Qu'est-ce que nous recommandions?
Eh bien d'abord, obtenir une mobilisation de la population avec une telle subtilité, c'est-à-dire, voilà, il va falloir diminuer la consommation de légumes racines dans certains coins, mais faites attention avec quoi vous allez substituer cette alimentation. Vous ne pouvez pas faire ça sans en débattre, sans en discuter avec les gens, sans parler avec les associations, sans trouver les relais dans la population qui vous permettent de crédibiliser ce message et de le rendre opérationnel. Donc notre recommandation, c'était expliquer le risque, le débattre et trouver un équilibre. Et quand je me suis rendu sur place avec les collègues, on était revenu de là assez convaincus du fait qu'on pouvait trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'entre la négligence et l'alarmisme, quand on avait discuté, y compris avec des responsables d'associations radicales, il y avait, je pense, la possibilité d'avoir une position équilibrée, c'est-à-dire d'avoir une mobilisation de prévention sans pour autant créer un niveau d'inquiétude excessif dans la population. Pour ça, on proposait de s'appuyer sur des leaders. Les médecins, bien entendu, mais pas que. Et en fait, on proposait de créer un réseau, comme il y a des visiteurs médicaux, qui, comme vous le savez, sont très efficaces en marketing pour vendre des médicaments, on proposait de créer des visiteurs de prévention pour aller expliquer à ceux qui font pousser les légumes racines que parfois il ne faut pas le faire, ou certains oui, mais pas toutes les espèces. Voilà. On encourageait beaucoup un programme qui avait été lancé, qui est un programme pilote absolument remarquable, très intelligemment pensé, qui s'appelle le programme JAFA pour Jardin familial, et qui justement s'appuyait sur des actions d'éducation pour la santé, pour guider la prévention. Surtout, ce qu'on recommandait, c'est, si on veut atteindre un équilibre qui favorise l'action sans nécessairement créer une inquiétude excessive, il faut sortir de cette manie de communiquer qu'en situation de pression médiatique, parce qu'il y a une publication scientifique, parce qu'il y a un lanceur d'alerte, parce qu'une inquiétude, une poussée de fièvre se manifeste. Maintenir un niveau permanent de communication et d'information sur la question. On voulait aussi, parce que ça, c'est notre culture biomédicale ambiante, quand beaucoup de gens, moi j'ai rencontré des centaines de personnes quand je suis en mission là-bas, quand on leur disait, mais pour vous, qu'est-ce qui est le plus important? Alors tous les hommes disaient, dépistage du cancer de la prostate. Ça semble bon sens. Sauf que j'ai travaillé sur la question de l'efficacité du cancer de dépistage, du dépistage du cancer de la prostate. Il n'y a pas une étude aujourd'hui, enfin il y en a une maintenant, mais à l'époque il n'y en avait pas, qui montrait que faire un diagnostic précoce du cancer de la prostate modifiait son pronostic sur la mortalité ou la qualité de vie. Il n'y avait pas une étude. Et quand on explique ça aux gens, et y compris quand on leur explique les effets indésirables du traitement prématuré, du cancer de la prostate, d'incontinence, troubles sexuels, etc., ça les fait réfléchir. Est-ce que j'ai vraiment intérêt à faire dépister le cancer de la prostate? Ça demande d'être expliqué, mais c'est explicable. Et enfin, nous avions proposé d'avoir un système de repérage géographique des zones contaminées. Notre recommandation principale était qu'il fallait classer les zones de l'île en 3 compartiments. Rouge, on ne fait plus rien pousser dessus. Orange, certaines espèces. Vert, on peut tout faire pousser. Cette cartographie, à notre sens, devait être rendue publique sur Internet. N'importe quelle association pouvait contrôler des visu le respect de cette cartographie. Bon, le BRGM et le CIRAD et l'INRAD nous ont expliqué qu'elle n'était pas forcément si simple que ça à faire, cette cartographie, qu'il y avait des cas compliqués. Il y avait des cas compliqués, c'est vrai, mais il y avait beaucoup de cas simples aussi.
Notre analyse était que ce repérage visuel, accessible à tous les citoyens, serait le facteur clé pour retrouver la confiance et permettre à tout un chacun de vérifier que les légumes racines qu'il consommait provenaient effectivement des zones vertes ou oranges, selon les cas. Voilà, on a fait ces propositions-là. On avait, voilà. Le directeur général de la santé les avait reprises à son compte. Une voie d'apaisement était possible. Et à l'époque, un des membres du conseil scientifique, Luc Multinier, nous disait, vous savez, j'ai fait l'étude Caron-Prostate, c'est-à-dire une étude qui regardait la relation entre chlordécone et cancer de la prostate, et j'ai les résultats. Et à l'époque, je disais, Luc, il n'y a pas de résultat tant que tu n'as pas publié. Je ne veux pas, personne ne doit connaître les résultats. Il faut respecter les procédures de publication des connaissances scientifiques, ce qui implique une validation par le pairs. Je ne voulais pas que ce rapport soit rédigé sous la pression des résultats de Luc Multinier, dont je me doutais un peu. Je me doutais qu'ils seraient positifs, mais je ne voulais pas les avoir, ou alors il fallait qu'ils soient publiés dans une revue scientifique. Mais ils n'étaient que soumis pour publication, et j'avais interdit à Luc Multinier de nous les communiquer. De toute façon, comme je le lui disais, que l'étude soit positive ou négative, ce serait une pièce de plus dans le dossier. Ça ne changerait pas fondamentalement la stratégie d'intervention que nous recommandions, mais il est vrai que si l'étude était positive, elle changerait le climat. Et donc à l'époque, nous avions très fortement recommandé qu'entre la remise du rapport en octobre et la sortie prévue de l'étude de Luc Multinier sur Caron-Prostate à l'été suivant, un grand débat soit engagé, de sorte que quand l'étude serait publiée, finalement, on ne serait pas sur un coup de fièvre de plus, ce serait un élément de plus dans un débat et de stratégie d'intervention et de communication. Là, le ministère de la Santé, à l'époque, n'a jamais obtenu la réunion interministérielle qui aurait permis de valider cette position. Jamais. Et donc, évidemment, est arrivé ce que nous voulions avoir arrivé. En avril 2010, dans une plutôt bonne revue de cancérologie, l'équipe de Multinier publie une relation dans laquelle il montre qu'il y a ce qu'on appelle une relation dose-effet, c'est-à-dire plus... Il avait fait des mesures de chlordécone dans le sang. Plus la chlordéconémie était élevée, et plus le risque de cancer de la prostate était élevé. Et la conclusion de cette équipe, validée dans la revue scientifique, était que les résultats, tenant compte de la plausibilité biologique, ça je m'en doutais, discuté dans l'article, suggèrent l'existence d'une relation causale entre l'exposition au chlordécone et le risque de survenue de cancer de la prostate. Cette association pourrait être influencée par le patrimoine génétique individuel ainsi que par des facteurs environnementaux tels que l'alimentation et les modes de vie. Donc cette étude est positive et je dirais, comme épidémiologiste, qu'elle est très convaincante. Elle est très convaincante. Le chlordécone, pour moi, joue un rôle dans les mécanismes qui produisent le cancer de la prostate. Ce n'est pas le seul facteur en cause, mais c'est un des facteurs. Alors évidemment, comme tout ça est sorti alors même que notre rapport n'avait pas été rendu public. Ça fait 6 mois que nous l'avions déposé. Il a été déposé en octobre 2009.